Madame, Monsieur, bonjour. Maire de Périgueux depuis 2014, Antoine Audy prépare sa candidature pour les prochaines élections municipales. Quel est son bilan? Quels sont ses projets? Y a-t-il des tensions au sein de sa propre équipe? Quelle est désormais sa famille politique? Antoine Audy est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Antoine Audy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors vous êtes maire de Périgueux, je viens de le dire, depuis 2014, à un an des élections municipales. Quel bilan tirez-vous de ce mandat? Alors le bilan, c'est encore prématuré parce qu'on est très en avance sur le calendrier des élections municipales de 2020. Il reste encore une année de mandat qu'on va continuer à exercer pleinement par rapport à notre projet de mandat. Quand on a été élu en 2014, on s'est engagé à réveiller Périgueux, puisque c'était le nom de notre liste, qui était devenue quelque part une belle endormie, sans faire de comparaison avec ce qu'a pu être Bordeaux à une époque. Aujourd'hui, tout le monde constate qu'on a réveillé Périgueux, qu'on a rénové Périgueux, qu'on a transformé Périgueux pour l'adapter aux enjeux modernes. Donc ça, c'est une réussite. Est-ce qu'on a tout réussi parfaitement? Sûrement non, bien sûr, mais il nous reste encore du temps devant nous. Justement, parmi vos peut-être dossiers à prolonger, à améliorer, je ne vais pas parler d'échecs, mais les choses qui n'ont pas forcément réussi jusqu'alors, qu'est-ce que vous prendriez comme exemple? Ce qui n'a pas réussi jusqu'alors, ce que je prendrais comme exemple, c'est peut-être on n'a pas passé de temps à expliquer à la population ce qu'on était en train de faire dans la transformation du centre-ville. On a une ville de Périgueux qui, comme beaucoup d'autres villes de même taille, était une ville très voiture. Et aujourd'hui, on est en train d'accompagner les nouvelles mobilités, de transformer la ville, de mieux partager l'espace public. Et ça demande du temps. Je vais prendre un seul exemple, peut-être parce qu'il n'est pas temps pour Périgueux. On a créé au mois de novembre dernier une piste cyclable en plein sur les boulevards principaux de Périgueux, qui a fait beaucoup parler d'elle. Mais aujourd'hui, c'est une obligation de par la loi de mettre des pistes cyclables. Et aujourd'hui, on est en train d'expliquer, elle va de tel endroit, à quoi elle sert, et on est en train d'accompagner. Vous savez, Churchill, il disait, on prépare pas les prochaines élections, on prépare les prochaines générations. On est là-dedans, on doit accompagner et mieux expliquer la transformation de la ville. On va revenir sur l'aménagement du centre-ville. C'est un point extrêmement important à Périgueux, vous venez d'en parler. J'aimerais qu'on revienne également sur votre parcours. Vous êtes actuellement maire de Périgueux, mais aussi cadre dirigeant. Vous travaillez pour le groupe Capgemini à Paris. Vous cumulez donc deux fonctions importantes. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous vous en sortez? J'espère que je m'en sors. Il faudrait demander à mon employeur. J'ai la chance d'exercer dans des fonctions de responsabilité dans un grand groupe, qui est le groupe Capgemini avec plus de 200 000 salariés. Je suis directeur général d'une filiale qui s'appelle Capgemini Institut. Je tiens énormément à mon travail. Mon travail est important pour moi. Et aujourd'hui, j'organise ma semaine en ayant, je dirais, début de semaine à Paris et ensuite à Périgueux. Après, quand on est maire à plein temps. Quel que soit le moment où on est présent dans sa ville, on est maire à plein temps. C'est ce que je fais en essayant aujourd'hui de mieux déléguer, d'organiser différemment à la fois mon travail professionnel et mon mandat. Élu, c'est pas un métier, donc ça s'organise différemment de la partie professionnelle. Moi, j'aime mon métier. Je dirais que souvent, l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Je vais prendre un seul exemple. On est en train de travailler pour le prochain mandat sur ce qu'on appelle Smart Cities, la ville intelligente. Capgemini travaille énormément, notamment avec la société Suez, sur l'accompagnement des villes en villes intelligentes, en Smart Cities. J'ai la chance d'y travailler avec une double casquette et je pense que c'est important et pour Périgueux et pour l'entreprise. Les électeurs sont toujours exigeants, ils ont raison. Est-ce que le risque, c'est pas qu'on vous dise, justement, on ne vous voit pas assez à Périgueux, puisque vous travaillez à Paris? Écoutez, quand on voit tout ce qui a été accompli pour Périgueux lors de ces 5 premières années du mandat, je pense qu'il me voit beaucoup à Périgueux. Vous savez, mon prédécesseur était vice-président de la région, était 3 jours par semaine à Bordeaux. On ne se demandait pas s'il était efficace à Bordeaux ou efficace à Périgueux. Donc ça, je crois que c'est un débat un petit peu ancien. Ce que les citoyens sont en droit d'attendre, c'est d'avoir des élus, un maire et des élus qui sont fidèles au projet de mandat, ce que nous faisons, quelle que soit ma présence réelle, physique à Périgueux. On parle justement souvent et beaucoup à l'heure actuelle du statut de l'élu. Selon vous, quel serait ce statut parfait, le statut idéal? Moi, je crois qu'il n'y a pas... Enfin, la vraie problématique, moi, je souhaite que beaucoup de gens du monde de l'entreprise s'impliquent dans la vie publique. Il n'y en a pas assez. Quand vous regardez la cartographie des élus en Dordogne ou des élus au Conseil régional d'Aquitaine, quand vous regardez les gens qui sont dans les vraies entreprises, qui travaillent vraiment, il y en a très très peu. Et je pense que ce n'est pas très très bon, ce n'est pas très très sain. Il se trouve que j'appartiens à un groupe où le président a signé ce qu'on appelle le pacte des Arvernes, avec Michelin et d'autres sociétés qui permettent aux cadres dirigeants
d'assumer, d'assurer, en organisant leur temps de travail, leurs fonctions électives. Non, maire, ce n'est pas un métier. Je vais vous dire même plus loin, si c'était un métier, personne n'en voudrait. Vous savez, quand vous gagnez, le soir de la victoire, vous avez l'impression d'avoir gagné, vous avez probablement gagné le droit de vous faire engueuler tous les jours. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, et je crois que le statut de l'élu, jamais il vous protégera de ça. Si vous fonctionnalisez l'élu avec un statut de l'élu trop fort, ça veut dire que vous installez des gens. Il ne faut pas être installé. Quand on est élu, il faut toujours être dans le défi permanent de la reconquête et de la séduction par rapport aux électeurs. Et moi, je pense qu'il faut plutôt limiter les mandats dans la durée plutôt que de faire un vrai statut de l'élu. Alors vous en avez parlé en début de cette émission. Le gros dossier de votre mandat, c'est le réaménagement du centre-ville de Périgueux. Périgueux, ville moyenne, 30 000 habitants approximativement. Comment résoudre l'équation entre aménager un centre-ville et ne pas bousculer, perturber les commerçants ou la vie commerçante? Alors, d'abord, on est au service des commerçants. Et les commerçants sont au service aussi de leur ville, puisqu'ils contribuent à l'attractivité de leur ville. Le débat que nous avons avec les commerçants, qui est très très régulier, puisque j'ai instauré depuis mon arrivée un petit déjeuner mensuel des commerçants qui permet, en présence de la presse débat vif parfois, d'ailleurs. Heureusement, débat vif. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat descendant, on est là pour échanger. L'accompagnement du commerce de centre-ville, il se trouve que par mes fonctions professionnelles, je connais bien la situation du commerce. Le chiffre d'affaires du commerce physique, il baisse selon les indicateurs entre 3 et 6% chaque année. La concurrence du commerce physique, ce n'est pas la périphérie comme on l'a longtemps dit, c'est le commerce digital, c'est le commerce sur Internet. Je rappelle, sans vous assommer de chiffres, le commerce sur Internet, il est passé de 66 milliards d'euros à 80 milliards d'euros en 2 ans. Ça veut dire que vous avez 37 millions de Français qui achètent sur Internet pour un panier annuel moyen de 2200 euros. C'est 80 milliards d'euros, c'est autant de personnes qui ne poussent pas la porte d'un magasin. Comment on réaménage le centre-ville? Justement, en aménageant, en partageant mieux l'espace public pour que la personne qui, une fois qu'elle a posé sa voiture dans les nombreux parkings, peu chers d'ailleurs, de Périgueux, puisse accéder dans un centre-ville apaisé, animé, qui permet de faire les courses dans les meilleures conditions. Il y a un projet à Périgueux, l'îlot Montaigne, un projet de centre commercial. Où en est ce projet aujourd'hui? Pas d'îlot, pas de centre commercial, un quartier Montaigne, c'est effectivement un projet. Non, mais c'est très important. Je m'excuse de. Bien sûr, c'est important de voir l'évolution également des projets. Donc un quartier Montaigne. Voilà, la différence, elle est très importante. C'est-à-dire que mon prédécesseur avait envisagé de faire une galerie Montaigne qui allait occuper toute la longueur des boulevards en face du tribunal, qui est une galerie classique où on rentrait par l'intérieur. On a revu le projet, revisité le projet avec un quartier Montaigne, c'est-à-dire 3 îlots différents de commerce où on accède par l'extérieur de chacun des îlots. En gros, c'est 3 pâtés de maisons différents, supplémentaires, en plein centre-ville. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'après discussion, réflexion avec les grandes enseignes, elles disent « je veux bien venir à Périgueux, mais j'ai besoin de 600 mètres carrés, de 800 mètres carrés, de 900 mètres carrés. Je n'ai pas cette disponibilité en centre-ville. Donc pour faire venir ces grandes enseignes phares, qui sont aussi source d'attractivité, parce que les petits commerces s'appuient aussi sur les grands commerces, c'est un biotope qui doit interréagir. Il était nécessaire de remettre ce quartier Montaigne sur le chantier, ce que nous avons fait, et j'ai le bon espoir de signer ce quartier Montaigne avant la fin de l'année 2019. Selon vous, quel doit être le bon équilibre entre les centres commerciaux à l'extérieur d'une ville, comme Périgueux, ville moyenne que l'on peut trouver, et puis l'aspect commercial à l'intérieur de la ville? Quel est le bon équilibre? Alors, la situation de Périgueux est particulière, puisque tous les centres commerciaux sont à l'extérieur de la ville. Quand je dis à l'extérieur de la ville, ils ne sont pas sur la commune de Périgueux. C'est Trélissac, c'est Marsac, c'est Boulazac. Je pense que ce n'est pas le même acte d'achat. C'est-à-dire entre venir flâner dans la vieille ville, faire ses courses dans des commerces historiques avec de belles enseignes au milieu du patrimoine, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'à aller se garer sur un parking de supermarché le samedi après-midi. Ce n'est pas la même chose. Il y a une complémentarité et les gens, ils ne sont pas ou tout l'un ou tout l'autre. C'est à nous de montrer qu'on peut faire ces courses en centre-ville avec d'autres marques, d'autres plaisirs d'acheter que simplement pousser un caddie sur du carrelage. Vous avez évoqué l'aménagement et notamment la problématique des transports en centre-ville à Périgueux. Quel est le bon équilibre aujourd'hui, selon vous, entre les voitures, les 2 roues, les vélos, les piétons? D'abord, il ne faut pas les opposer. C'est-à-dire que souvent, un piéton, c'est quelqu'un qui vient de garer sa voiture ou c'est quelqu'un qui vient de déposer son vélo. Donc, avec l'agglomération, puisque les mobilités sont une compétence de l'agglomération, nous travaillons aux nouvelles mobilités.
Nous avons revu cette année les différents itinéraires des bus pour qu'ils soient plus pertinents et pour qu'ils répondent mieux à la demande. Aujourd'hui, le taux d'utilisation, le pourcentage de mobilité qui se fait dans les bus aujourd'hui est à peu près de 5% sur Périgueux, ce qui est très très faible. On va essayer de le faire passer à 7 ou à 10%. Ça va être long. C'est un changement de mentalité. Ne vous trompez pas, les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus axées sur les transports en commun que nous. Vous parliez de Périgueux, c'est 30 000 habitants, on est d'accord. C'est 50 000 personnes présents chaque jour à Périgueux. Donc l'attractivité de la première couronne, de la deuxième couronne et même de l'extérieur nous contraint, nous invite à agir sur les nouvelles mobilités. En termes de développement, en termes d'avenir, une ville comme Périgueux, ces villes moyennes de 30 000 habitants, 40 000 habitants, quels sont les plus grands risques pour ces villes en termes d'intérêt, d'attractivité? Quelles sont les marches à ne pas manquer? Moi, j'ai la chance de travailler sur la fracture territoriale depuis septembre 2017, puisque voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'inspire. Périgueux, ville moyenne, comme d'autres villes de la Nouvelle-Aquitaine, je dirais, on est aujourd'hui soumis à l'attractivité de la métropole bordelaise. Donc, soit on voit ça comme une fatalité et on baisse le rideau et on fait rien, soit on joue sur nos atouts. Donc aujourd'hui, par rapport à l'attractivité de la métropole, il me paraît essentiel de montrer que l'on peut habiter Périgueux, faire du télétravail à Périgueux et que surtout, il y a des entreprises, que ce n'est pas un désert économique, loin de là. Il y a des entreprises dans l'agglomération, il y a des entreprises à Périgueux qui aussi ont besoin de cadres et qui ont besoin d'ouvriers, qui ont besoin d'employés. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui... je ne veux pas subir la situation, l'attractivité de la métropole. Justement, le réseau des villes que j'évoquais tout à l'heure, on réfléchit ensemble comment être en complémentarité de l'attractivité de la métropole. Et on va discuter dans les semaines qui suivent avec Bordeaux Métropole pour trouver le juste équilibre. Lorsque, justement, vous voulez convaincre un chef d'entreprise d'installer son entreprise chez vous, à Périgueux, quels sont les premiers atouts que vous mettez en avant? Qualité de vie, prix des loyers, prix des terrains, offre culturelle, et puis surtout un plaisir de vivre dans une ville où on peut tout faire à pied. Et que vous rétorque-t-il? Quels sont les soucis qu'il peut lui voir apparaître? Alors, souci classique, c'est de dire est-ce qu'il y aura suffisamment d'emplois pour les conjoints ou conjointes de mes cadres? Ça, c'est un point très, très important, à tel point qu'une des entreprises importantes de l'agglomération, qui s'appelle Fromarsac, dans l'agroalimentaire, a organisé, on les a aidés le plus possible, un réseau pour permettre à ces grandes entreprises de travailler sur leurs offres d'emploi destinées aux conjoints de leurs différents cadres. Il faut accompagner. Après, l'économie est aux mains des industriels et des entreprises et pas aux mains des collectivités publiques. Nous avons un rôle d'accompagnement et c'est en cela qu'on peut rendre cette région attractive. Alors, attractive, une ville peut l'être si les moyens de transport qui permettent d'accéder à cette ville sont importants. Peut-être que Périgueux a un petit souci dans ce domaine-là, une sorte de point isolé. Il n'y a pas la ligne LGV, ça on le sait, et il n'y a plus de liaison aérienne entre Paris et Périgueux. Vous le regrettez? Absolument. J'étais un des rares à l'agglomération de soutenir le maintien de la ligne aérienne. Je pense que c'est une erreur historique et j'ai eu l'occasion de le dire au président de l'agglomération. Pour une fois, nous étions en désaccord profond. C'est très important parce que quand une entreprise veut venir, elle a besoin aussi d'exporter. Elle a besoin de regarder, d'envoyer ses cas dans l'Europe entière. Je citais le cas de Fromarsac. Fromarsac était un gros client de la ligne aérienne. Cette ligne aérienne, elle a connu effectivement une baisse très importante de fréquentation puisqu'on était descendu à peu près 5000 passagers par an, et ce qui fait que ce sont les collectivités territoriales qui faisaient le chèque pour boucler le budget. Un chèque devenu trop important pour certains. Bien sûr, et voilà. Et le chèque était devenu trop important. On m'a fait le reproche comme quoi la ligne aérienne était en déficit, ce qui était vrai. Mais tous les services publics sont en déficit. On parlait tout à l'heure des transports en commun. Les transports en commun, c'est aussi quelque chose qui est en déficit. C'est un choix économique, c'est un choix politique. Nous avons raté cette marche. Nous n'avons pas pu continuer à avoir la ligne aérienne. Je le regrette profondément. Il y a un espoir d'un retour d'une liaison entre... Elle a déjà été interrompue dans le passé et remise. Et je pense que ce sera un des sujets du deuxième mandat de remettre la ligne aérienne. On vient de parler de la liaison aérienne. En termes de transport ferroviaire, notamment le réseau TER, vous paraît-il à la hauteur?
Alors c'est un débat important que l'on a effectivement au Conseil régional qui est en charge des transports régionaux. La LGV... Vous êtes également conseiller régional. Absolument. La LGV ne passe pas à Périgueux, elle passe à Angoulême et elle passe à Bordeaux. Donc on a été concret, c'est-à-dire qu'avec l'agglomération et le département, on a mis en place une navette qui permet tous les matins de faire Périgueux-Angoulême au premier train direct. Et à ce moment-là, ça nous met Périgueux à 3h15 de Paris. Si on doit compter sur le TER, la discussion avec la région et la SNCF est un petit peu compliquée, puisqu'on avait un train le matin qui était direct, mais on n'avait pas de retour le soir, et c'était très compliqué de faire l'aller-retour dans la journée. Oui, la desserte ferroviaire entre Périgueux et Bordeaux est perfectible. Quelles seraient les priorités s'il devait y avoir un aménagement, une discussion avec la SNCF? La discussion, si vous voulez, avec la région, avec la SNCF, c'est que on souhaiterait avoir un Périgueux-Bordeaux direct, mais chacune des communes et des gares qui sont sur le trajet demande à ce qu'il y ait un arrêt. Et c'est le principe même de la LGV. La LGV, elle n'est pas grande vitesse si on a tous les arrêts. C'est un peu le même problème. On souhaiterait qu'il y ait un train direct le matin, un train direct le soir. Alors parlons politique, on en parle depuis le début de cette émission, d'un point de vue local, d'un point de vue plus national. Vous êtes toujours membre du parti Les Républicains aujourd'hui ? Moi, je suis un RPR canal historique, c'est-à-dire que moi j'ai pris ma carte en 1978 rue Wilson, d'ailleurs à la permanence Yves Guéna, c'était pas loin de l'actuelle mairie, comme quoi, vous savez, 40 ans plus tard, on peut se retrouver dans la même rue, ce qui donne un petit peu de sens. C'est ma famille politique, je suis toujours adhérent LR. Vous avez pris un peu de recul il y a quelques temps. Exactement, j'avais pris un peu de recul parce que je n'étais pas en adéquation parfaite avec ce qui se disait au niveau national et ce qui est au niveau local. Il n'en reste pas moins que c'est ma famille, et que dans toutes les familles, je dirais, il peut y avoir de temps en temps quelques éloignements, ça reste la famille. Je vais vous dire, on disait jadis des gaullistes qu'ils s'entre-déchiraient entre eux et ils chassaient en meute. Vous allez voir qu'au moment des élections européennes, comme au moment des élections municipales, on va remettre cet adage tout à fait à jour et on sera très heureux de travailler tous ensemble. Il y a quelques mois, vous aviez invité Emmanuel Macron à venir à Périgueux, d'ailleurs il est venu vous voir. Avez-vous été tenté de rejoindre La République En Marche ? Alors, d'abord, je n'ai pas invité Emmanuel Macron à Périgueux. C'est l'Élysée qui a choisi de venir faire l'inauguration de la fresque de la Marianne. Oui, il est venu dans le cadre aussi d'un dîner. Effectivement, il y a eu un dîner républicain qui m'a permis. J'ai eu un entretien individuel avec lui et il m'a demandé quels étaient les projets sur Périgueux. Je lui ai décrit les projets, que ce soit la rénovation, Action Cœur de Ville ou la manufacture gourmande. Et il me dit, donc ça veut dire que vous êtes candidat à nouveau? Je dis oui, probablement. Est-ce que vous voulez l'étiquette En Marche? Je dis non. Parce que moi, je suis un maire avec une coloration politique, mais un maire, c'est quelqu'un qui est capable d'accueillir tout le monde, d'ouvrir sa porte, et ma porte est ouverte à ceux qui, de bonne volonté, qu'ils soient chez En Marche ou pas, sont d'accord pour porter un projet municipal avec moi en 2020. Donc Emmanuel Macron vous a proposé l'étiquette La République En Marche, que vous avez refusée pour rester dans votre famille Les Républicains. J'ai résumé correctement la situation. Vous avez parfaitement résumé. Je crois qu'il ne faut pas tromper les électeurs. Les électeurs, ils m'identifient comme un RPR canal historique. Je crois que j'aurais mauvaise grâce et ça ne tromperait pas grand monde d'essayer de me repeindre brutalement. Vous serez donc candidat dans un an aux prochaines élections municipales à Périgueux ? Oui, c'est fort probable. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons, dans ce mandat, nous avons pris le temps d'assainir les dépenses de la ville, les finances de la ville, pour arriver aujourd'hui à diminuer la dette qui est passée de 40 millions à 34 millions, ce qui nous a permis, par une bonne gestion, de diminuer dès 2019 les taxes de foncier bâti de 4,5%. Donc on est en train de démontrer qu'on peut à la fois, ce que j'appelle vivre avec passion et gérer avec raison. Donc on a encore des projets à porter et effectivement je souhaite les porter sur le deuxième mandat avec une majorité élargie comme en 2014. Est-ce qu'on peut dire que la campagne est déjà lancée? Je dis ça parce qu'on voit apparaître des désaccords dans votre propre majorité. Vous avez en juin dernier retiré une délégation à votre adjoint finance, Laurent Rouquier, pour une sorte de mutinerie. C'est déjà la guerre des municipales qui est lancée? Non, écoutez, la guerre des municipales... Le mot est trop fort. Le mot est beaucoup trop fort. Une équipe municipale, ça vit, il y a des liens qui se créent, il y a des liens qui se défont. Il y en a certains qui n'acceptent pas qu'il y ait au-dessus d'eux quelqu'un qui les ait nommés, qui ait une autorité sur eux. Les Périgourdins, ils se moquent complètement de ça. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que l'équipe soit au travail. Donc aujourd'hui, avec une équipe qui a perdu peut-être 2 ou 3 éléments, nous avons une équipe qui travaille avec loyauté, avec courage, avec détermination à mes côtés. C'est ça ma vraie récompense. Le maire de Périgueux tient toujours son équipe aujourd'hui?
Écoutez, j'ai pas beaucoup de délibération où j'ai pas obtenu la majorité suffisante, donc j'ai pas de problème avec ça. Vous êtes également, je le disais tout à l'heure, conseiller régional. Avez-vous l'impression que la région est suffisamment présente sur les dossiers importants? Vous êtes dans l'opposition, évidemment. Enfin, je suis dans l'opposition, évidemment, je n'ai pas choisi d'être dans l'opposition, c'est sûr, mais c'est les électeurs... C'est un constat, vous êtes non, mais c'est un républicain. constat, non, j'entends bien. Je crois que la maturité que l'on a aujourd'hui en politique en Dordogne montre qu'au moment des élections, on est en désaccord. J'ai un président du conseil départemental qui est socialiste, un président d'Aclo qui est communiste et Alain Rousset qui est... on va classer chez les socialistes. Mais pourquoi vous avez un doute? Non, enfin, il y a une variété importante chez les socialistes. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'entre les élections, on se doit de travailler ensemble. Donc, par rapport au projet que je porte, quand je fais entendre la voix de Périgueux à la région, peu m'importe de savoir qu'Alain Rousset est socialiste et que moi, je suis LR. Il m'appartient de le convaincre du bien fondé des projets que je porte, que ce soit, par exemple, la manufacture gourmande ou Action Cœur de Ville. Donc, oui, on travaille normalement. À la région, Virginie Calmel, c'était la présidente de votre groupe. Elle a décidé de prendre du recul vis-à-vis de la vie politique. Vous le regrettez? Écoutez, c'est son choix personnel. C'est évidemment complètement lié d'abord à sa carrière professionnelle et puis je dirais au fait que Alain Juppé n'en ait pas fait son successeur à la mairie. Je crois que c'est lié à ça. Après, je n'ai pas de jugement à avoir. Ce sont des équations individuelles. L'important, c'est que le groupe continue à bien travailler en gardant Virginie Calmel en son sein et avec Guillaume Guérin comme chef de file, ce qui me va très bien. Périgueux, c'est la Dordogne. La Dordogne, c'est un combat fort que forcément vous regardez de très près. C'est la déviation de Benac. Quel est votre regard justement sur ce dossier qui a particulièrement alimenté les conversations dans ce département, cette déviation très contestée? Alors, j'ai un regard, attentif et réservé, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, moi je suis dans le respect absolu et je suis pour la non-ingérence dans la vie et les compétences des autres élus. Donc moi je ne suis pas conseiller départemental, je ne suis pas concerné géographiquement par la déviation de Benac. Un nombre important de millions ont été engagés et aujourd'hui on a des travaux qui se sont arrêtés non seulement au milieu du gué, mais en plus au milieu de la rivière. Ce qui, en termes, quand on est aménageur public comme un élu, comme je suis, je trouve sidérant d'arrêter les travaux. Madame la préfète avait autorisé les travaux, donc je trouve que le président du département était fondé à poursuivre les travaux. Ce département, il est enclavé. Nous souffrons à Périgueux, par exemple, particulièrement de l'absence d'une rocade de contournement, parce que des décisions courageuses n'ont pas été prises il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, sur Benac, moi, l'affaire est en cours, puisque tout n'est pas complètement jugé. Je trouve dommage que les travaux soient arrêtés au milieu du gué. Vous seriez plutôt favorable à la continuité et fait que cette déviation se poursuive et soit achevée, c'est ce que j'entends? Je pense que ce serait mieux. Ce serait mieux en meilleure utilisation de l'argent public, parce qu'on va, pour l'instant, dépenser autant d'argent pour démolir ce qui a été construit, plutôt que pour finir. Tout ça n'est pas très raisonnable. Il nous reste 2 minutes dans cette émission. J'aimerais qu'on évoque également ce qui est votre passion, parmi d'autres, mais le rugby. Je rappelle que vous avez été... directeur du Centre national de rugby à Marcoussis au début des années 2000. Quel regard portez-vous sur l'équipe de France aujourd'hui et sur le monde du rugby professionnel? C'est un sport qui a beaucoup évolué. Moi, j'ai créé le Centre national de rugby en 2000, on l'a ouvert en 2002 et j'ai accompagné Bernard Laporte jusqu'en 2007 quand il a été nommé ministre où j'étais son chef de cabinet. Quand on a pratiqué le rugby, même à un très très petit niveau comme le mien, d'abord on a un regard amoureux par rapport à l'équipe de France et un regard amoureux et un petit peu déçu par ce qui se passe aujourd'hui. Et dans le même temps, quand je regarde la composition de l'équipe de France, je ne vois pas beaucoup d'erreurs de choix et de casting. Donc on est peut-être dans une période de basses eaux, on va dire, quel que soit le talent des joueurs, alors que d'autres nations ont fait d'autres choix d'organisation. On est un carrefour, il appartient à la fédération, peut-être de changer les hommes, mais peut-être de changer aussi l'organisation du modèle pour que, par exemple, il y ait moins de joueurs étrangers dans les clubs du top 14, parce que vous empêchez vos propres talents d'avoir du temps de jeu. C'est un peu ça le regret. Je ne doute pas qu'on va quand même faire une Coupe du Monde surprenante. Bernard Laporte a-t-il commis des erreurs, selon vous, ces derniers temps? Écoutez, Bernard a pris la tête de la fédération il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Je crois que c'était nécessaire pour
pour amener du sang neuf. Après, le président, d'ailleurs, c'est une des formules de Bernard, le président préside, l'entraîneur entraîne et le joueur joue. Je crois qu'il faut que chacun reste dans ses responsabilités. Quand l'équipe de France fait le Grand Chelem, c'est pas grâce au président. Et en même temps, quand l'équipe de France est éliminée, c'est pas la faute du président. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. En 30 secondes, un mot sur Mimos, le festival très important à Périgueux, le festival du mime qui aura lieu du 23 juillet au 27 juillet. Que représente Mimos pour votre ville aujourd'hui ? Alors Mimos, c'est... on est à plus de 30 épisodes de ce magnifique festival. C'est quelque chose... Moi, je vais souvent à l'étranger. Et à l'étranger, quand je dis que je suis maire de Périgueux, que je sois aux Pays-Bas, en Allemagne, on me dit « Ah oui, Périgueux, Mimos ». Et paradoxalement, en Dordogne, on n'a pas toujours la bonne connaissance, la bonne appréhension du sujet. C'est pour ça que j'ai demandé depuis mon arrivée à ce que de plus en plus ce festival Mimos s'ouvre sur les quartiers et dans tout le centre-ville, notamment avec le Hof. Et les Périgourdins, de plus en plus, adhèrent à ce festival qui est une merveille. C'est la fin de cette émission. Merci Antoine Audy d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. La semaine prochaine, nous recevrons Boris Vallaud, député du Parti socialiste des Landes et porte-parole nationale du Parti socialiste. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.